Bonjour à tous. Donc, on va continuer le premier chapitre de ce cours sur les glucides. Donc, ce premier chapitre, comme vous le voyez, est intitulé « Structure et nomenclature des os ». Le schéma que vous avez devant vous, c'est le schéma de la classification des glucides. Ce schéma, ça a été décrit de manière détaillée durant la séance précédente. On ne va pas rediscuter ce schéma comme ça a été fait. Mais plutôt, on va aller voir chaque composante de manière détaillée. Et donc, on va commencer par les os. Alors, les os, comme on a vu la dernière fois, ce sont les monomères, ce sont les unités de base des glucides. Dans les os, on a essentiellement deux grandes catégories. Ce sont les aldoses et les cétoses. Et donc, s'il vous plaît, vous voyez sur ces diapositives que les aldoses et les cétoses, c'est écrit au pluriel. Donc, il y a un S à la fin. Ceci nous amène à dire que les aldoses et les cétoses sont en fait de nombreuses molécules. Bon, quand on dit de nombreuses molécules, la question qui s'impose, quelle est la différence entre ces différentes molécules? Quels sont les points communs? D'accord? Donc, on va aller plutôt aujourd'hui dans ce sens. Donc, notre discussion va aller plutôt dans ce sens. Comme on a vu la dernière fois, donc on a les os, on a les aldoses et les cétoses. Pourquoi? Parce que on a des monomères, on a des os qui ont une fonction carbonylée de type aldéhydique. C'est le cas ici des glucoses. Le reste, c'est des alcools. Donc ici, la fonction carbonylée, c'est de type aldéhydique. Donc ce sont les aldoses. Et on a des sucres qui ont une fonction carbonylée de type cétonique. Ce sont des cétoses. Donc voilà, c'est le premier élément donc, qui fait la distinction entre les aldoses et les cétoses. Maintenant, en quoi peuvent-ils différer aussi bien les aldoses que les cétoses? Donc à l'intérieur des aldoses, on a de nombreuses molécules. Et à l'intérieur des cétoses, on a également de nombreuses molécules. Donc, comme vous voyez ici, il y a un paramètre qui est très important, c'est le nombre d'atomes de carbone. Donc ici, nous avons, dans le cas des glucoses, on a 6 carbones. Donc, c'est un hexose. Hexose, ça veut dire 6. Comme c'est un ose, donc on dit hexose. Là aussi, le défructose contient 6 carbones. Là aussi, c'est un hexose. D'accord? Mais on peut les nommer autrement. Étant donné qu'on a ici une fonction aldéhydique, on va dire aldo-hexose. Et étant donné qu'on a ici une fonction cétonique, et on a 6 carbones, on va dire céto-hexose. La même chose, on peut donner d'autres exemples. Ici, vous avez combien de carbones? On a 3 carbones, donc c'est un triose. Et comme on a une fonction aldéhydique, on va dire un aldotriose. Dans le deuxième cas, dans le deuxième exemple, vous avez ici combien de carbones? 4 carbones, donc c'est un tétrose, c'est un ose qui a 4 carbones. Cette ose à 4 carbones possède également une fonction carbonylée, donc de type cétonique. Donc c'est un cétotétrose. Donc, vous voyez, s'il vous plaît, donc, la pluralité des oses est liée d'abord à la présence de fonctions carbonylées ou bien de fonctions cétoniques, mais également au nombre de carbone. Donc, on va parler de triose quand on a 3 oses, 3 carbones, de tétrose, pentose, hexose, etc. Donc, c'est un élément fondamental
celui de nombre de carbone qui va participer dans la pluralité des aldoses et des cétoses. Donc, on vient de voir, le nombre de carbone est important, d'accord, dans la diversité des oses. Mais tous les carbones ne sont pas, je dirais, identiques. Du point de vue, vous l'avez vu ça en chimie organique. Et certainement, vous avez vu en chimie organique la notion de carbone asymétrique. Alors, cette notion de carbone asymétrique est vraiment très importante pour ce qui va suivre. Donc, on voit ici un exemple de carbone asymétrique. Et en fait, quand on regarde bien cette molécule, nous avons 3 carbones. Ce carbone-là n'est pas asymétrique. Celui-là est asymétrique. Le dernier n'est pas asymétrique. Pour comprendre pourquoi on décide si un carbone est asymétrique ou pas, il faut revenir à la définition que vous avez certainement vue en chimie organique. Un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est attaché. Vous savez qu'un carbone peut avoir 4 liaisons. Il a 4 valences. Donc, il peut être attaché à 4 groupements ou 4 atomes différents. Donc, il ne faut pas qu'il y ait non plus d'insaturation, c'est-à-dire une double liaison ou bien une triple liaison. Sinon, ce n'est pas un carbone asymétrique. On l'appelle également carbone chiral. On le note avec C majuscule, accompagné d'un astérix, ou bien ce qu'on appelle aussi une étoile. D'accord ? Et donc, ici, si on prend le carbone numéro 1 ici, ce n'est pas un carbone asymétrique. Pourquoi ? Parce qu'on a 2 oxygènes. Ce carbone est lié à ce carbone-là, à l'oxygène, et puis par une double liaison à l'oxygène, et puis à un OH. D'accord ? Donc, on a une double liaison ici. D'accord ? C'est une fonction carboxylique. Vous connaissez la fonction carboxylique. On l'a vu durant la première séance et vous l'avez certainement vu en chimie organique. Donc, on a C, double liaison O, OH. Donc, on a une double liaison, ce n'est pas un carbone asymétrique. Le deuxième carbone, c'est un carbone asymétrique. On n'a que de simples liaisons, et puis on a les 4 groupements sont différents. On a le COH qui est différent de NH2, qui est différent de H, qui est différent de CH3. Le troisième carbone, là, ce n'est pas un carbone asymétrique parce qu'il est lié à 3 atomes d'hydrogène, donc qui sont identiques. Donc, ce n'est pas un carbone asymétrique. Bon, s'il vous plaît, ici, on a pris un exemple qui n'est pas un glucide, ce n'est pas un ose, mais c'est juste pour bien illustrer. D'accord ? Parce qu'ici, les groupements sont vraiment évidents. D'accord ? Donc ça, je répète, un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est attaché à 4 groupements différents. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait d'insaturation. Alors, pourquoi cette notion de carbone asymétrique est très importante ? Elle est très importante pour plusieurs raisons. D'abord, la présence d'un ou plusieurs carbones asymétriques dans un ose, dans une molécule, lui confère ce qu'on appelle le pouvoir rotatoire. C'est-à-dire la capacité de dévier du plan de polarisation dans lumière polarisée. Alors jusque-là, sauf si vous vous rappelez des notions de l'optique que vous avez certainement fait au cours des années précédentes, ça va être compliqué pour vous. Donc, je vais revenir sur la définition, sur l'explication de chacun de ces termes. Alors, on va commencer par expliquer qu'est-ce que ça veut dire une lumière polarisée. Comme vous le savez, une lumière naturelle, c'est une lumière qui est composée d'ondes, multitude d'ondes électromagnétiques, d'accord, qui vibrent dans tous les sens, qui vont dans toutes les directions, qui vibrent dans tous les plans. Une lumière polarisée, c'est une lumière qui va nous vibrer que dans un plan. Et qu'est-ce qu'on utilise pour limiter cette variabilité de vibration et de ne garder qu'un seul plan de vibration? Tout simplement, on utilise un polariseur. Bon, sur la diapositive suivante, peut-être que vous allez mieux comprendre
qu'est-ce que ça veut dire? La polarisation de lumière naturelle. Donc, on va supposer, donc la lumière naturelle, il y a, ça va dans toutes les directions. Là, on a donné, hein, ce sont des ondes qui vont dans toutes les directions, ce sont des rayons qui vont dans toutes les directions. Là, on n'a gardé que quelques-uns, je crois qu'il y en a 4. Mais dans la lumière naturelle, il y en a beaucoup plus. Mais c'est suffisant pour, ce qu'on veut, c'est expliquer que ça veut dire une lumière polarisée. Alors, donc vous voyez ici qu'on a différentes longueurs d'onde, enfin différentes vagues, hein, d'accord, ici, donc de vibrations, d'accord. Donc on a ici, donc ce sont des ondes, c'est comme des vagues. On a une verte, une bleue, une rouge, etc. Ça, c'est le polariseur. Hein? Ça fonctionne comme une grille. Hein? Ça fonctionne comme une grille. Donc, à la sortie des polariseurs, vous voyez qu'il n'y a que l'onde dont les vibrations sont parallèles au sens des grilles qui vont pouvoir passer, c'est-à-dire la bleue. Donc, l'onde bleue peut passer entre les grilles. Donc, c'est le plan défini ici. C'est le plan des polariseurs. Le sens des grilles est vertical. D'accord? Et donc, c'est ça le plan de vibration. Et donc, il n'y a que l'onde bleue qui peut passer entre les grilles. Les autres, étant donné qu'ils sont de travers, ils ne peuvent pas passer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, donc ici le plan de polarisation défini par le polariseur, c'est le plan ici qui est vertical. Donc à la sortie, on n'a qu'une seule onde et donc c'est ce qu'on appelle une lumière polarisée, ça ne vibre que dans un plan. Alors, voilà donc le plan de polarisation défini par le polariseur. Hein, donc c'est la flèche verticale. En présence d'un os qui contient un carbone asymétrique ou bien plusieurs carbones asymétriques, le plan de polarisation défini par le polariseur peut être dévié d'un angle de plus alpha vers la droite, et dans ce cas-là, on va dire que l'os est d'extrogir, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir rotatoire positif, qu'on note soit D minuscule, soit plus, et donc, s'il vous plaît, l'unité de pouvoir rotatoire, c'est en degrés, parce qu'on mesure l'angle de déviation du plan de polarisation. Par contre, si le plan de polarisation défini par le polariseur est dévié à gauche, dans ce cas-là, on va parler d'une substance lévogire, et donc, le plan de déviation de la lumière est vers la gauche, d'accord, ici moins alpha, on note le pouvoir rotatoire, L minuscule, ou bien par le signe moins. Donc, s'il vous plaît, j'attire votre attention que le pouvoir rotatoire d'extrogir, on le note D minuscule, ou bien on utilise le signe plus. Le pouvoir rotatoire lévogir, on le note par le signe moins, ou bien L minuscule. Je précise, L minuscule et D minuscule. Donc, je reviens. On a dit jusqu'à présent que les os diffèrent par la fonction carbonine, qui peut être de type aldéhydique ou bien cétonique. Les os diffèrent également par le nombre de carbone. On peut avoir 6 carbones, 7 carbones, 4 carbones, 3 carbones, etc. Les carbones ne sont pas tous identiques. Il y a ce qu'on appelle des carbones asymétriques. Un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est lié à 4 groupements qui sont différents. D'accord? Et donc, c'est un carbone asymétrique quand les 4 groupements sont différents. Il ne faut pas qu'il y ait d'insaturation, c'est-à-dire une double liaison et une triple liaison. Donc, la présence de carbone asymétrique est importante, d'abord parce qu'il est responsable du pouvoir rotatoire. Et donc, ici, s'il vous plaît, le nombre de carbone asymétrique dans une molécule d'eau n'est pas très important. Il suffit qu'il y ait un seul carbone asymétrique pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle le pouvoir rotatoire. Hein? Donc, qui est la capacité de dévier du plan de polarisation d'une lumière polarisée. On aura le temps de revenir là-dessus. Donc ici, s'il vous plaît, vous avez
Des exemples, cette partie-là, vous la retrouvez dans les propriétés physiques des oses. Donc, vous avez des oses qui sont dextrogires, comme le D-glucose, plus 52,7, etc. Vous avez d'autres oses qui sont lévogires, par exemple le D-gulose et le D-fructose, ils ont un pouvoir rotatoire négatif. Là, j'aurais dû mettre l'unité, bien sûr, je l'ai déjà dit, c'est en degrés, s'il vous plaît. Donc, le carbone asymétrique, on va le retrouver également impliqué dans une autre notion, c'est la notion de stéréoisomère. Mais là, ce n'est pas la présence seulement qui est importante, c'est le nombre de carbone asymétrique qui est important. Parce qu'il existe une relation entre le nombre de carbone asymétrique et le nombre de stéréoisomères. Là aussi, c'est des choses, probablement vous avez vu une chimie organique, donc je l'ai dit durant la première séance, la chimie organique, c'est une matière très intéressante, c'est un prérequis pour bien comprendre la biochimie, d'accord? Et notamment la biochimie structurale. Donc je répète, il existe une relation très étroite entre le nombre de carbone asymétrique et le nombre de stéréoisomères. Donc ici, voilà, donc je vais revenir tout à l'heure sur ce que c'est que les stéréoisomères, mais vous voyez d'abord, on peut voir d'abord la relation entre le nombre de carbone, ici N est le nombre de carbone. Si on a N carbone asymétrique, nous aurons 2 à la puissance N stéréoisomères. C'est-à-dire, si j'ai un carbone asymétrique, 2 à la puissance N, je vais avoir 2 stéréoisomères. Si j'en ai 2, je vais avoir 2 à la puissance 2, ça veut dire 4, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire des stéréoisomères? Pour bien comprendre ce que c'est que des stéréoisomères, on va aller ici, sur cette diapositive. Donc cette diapositive, il y a différents aspects qu'on va voir les uns après les autres, mais pour l'instant, on va voir cette histoire de stéréoisomères. Alors, qu'est-ce que ça veut dire stéréoisomère? Les stéréoisomères sont d'abord des isomères. Isomères. Qu'est-ce que ça veut dire isomère? Ce sont des molécules qui ont la même formule brute. D'accord? Si on prend ici le D-glucose, j'ai combien de carbone? Donc la formule brute, ça veut dire on va compter les éléments. Combien j'ai de carbone, combien d'hydrogène, etc. Donc ici j'ai 6 carbone, 6 oxygène et 12 hydrogène. Donc la formule brute c'est C6H12O6. C'est le cas de D-glucose. Le D-fructose, c'est également, on a, si vous comptez, C6H12O6. Donc le D-glucose et le D-fructose, ils ont la même formule brute. Donc ce sont des isomères. OK. Donc, est-ce que ce sont des stéréoisomères? Donc, pour être des stéréoisomères, il faut être des isomères. Mais, pour être un stéréoisomère, il faut avoir les mêmes types de liaisons. D'accord? Dans le cas qu'on a vu, le D-glucose et le D-fructose, c'est vrai, ce sont des isomères. Ce ne sont pas des stéréoisomères. D'abord, parce qu'on n'a pas les mêmes types de liaisons. Dans le carbone 1, vous avez une fonction carbonyle de type allylique. Mais ici, dans le carbone 1, on a un alcool primaire. Donc, c'est très différent. Ce n'est pas les mêmes types de groupements, les petits de liaison. Le carbone 2 et le carbone 2 ici, ils sont différents. Là, vous avez un alcool secondaire et là, vous avez une fonction carbonylée de type cétonique. Donc, le D-glucose et le D-fructose, bien qu'ils soient des isomères, ce ne sont pas des stéréoisomères. La même chose ici. Cette molécule et cette molécule, ils n'ont pas le même nombre de carbone, ce ne sont pas des isomères. Donc là, donc ils ne peuvent pas être des stéréoisomères. D'accord? Parce que la première condition pour être des stéréoisomères, il faut avoir la même formule brute. Là, on n'a pas la même formule brute, donc automatiquement, ce ne sont pas des stéréoisomères. Alors, on va voir le cas de stéréoisomère. Donc, on va aller ici. C'est le glycéraline. Donc, vous voyez cette molécule ici et cette molécule ici. On a 3 carbones,
3 carbones, 3 oxygènes, 3 oxygènes, 6 hydrogènes, 6 hydrogènes. Donc, on a la même formule brute, C3H6O3. Donc, même formule brute. Maintenant, on va voir le type de liaison. Le carbone A, j'ai une fonction aldéhydique. Le carbone 2, j'ai un alcool secondaire. Le carbone 3, j'ai un alcool primaire. Donc, j'ai le même type de liaison. Mais pourquoi on va l'appeler des stéréoisomères? Ce n'est pas la même molécule, mais ce sont des stéréoisomères. Parce qu'il y a une différence uniquement dans l'espace. C'est-à-dire, dans la première molécule ici, le OH, il est à gauche. Et ici, le OH, il est à droite. Donc, c'est ce qu'il y a dans la définition. Les stéréoisomères sont des isomères qui ont une disposition relative différente dans l'espace des liaisons, d'un ou plusieurs atomes, sans modification de la nature de liaison. Ça, c'est ce que nous avons ici. On a, ce sont des isomères. On a les mêmes types de groupements, c'est-à-dire même structure au sens chimique, mais ils diffèrent par la position d'un groupement dans l'espace. Ici, il est à gauche, là, il est à droite. Donc, s'il vous plaît, cette notion de carbone asymétrique, on va la retrouver, donc on l'a retrouvée quand on a parlé du pouvoir rotatoire, on l'a retrouvée quand on a parlé des stéréoisomères, mais on va la retrouver quand on va passer de la structure dans l'espace des sucres à la structure linéaire. C'est ce qu'on appelle la projection de Fischer. Donc, s'il vous plaît, comme vous savez, toute molécule possède une structure dans l'espace. C'est-à-dire, vous avez des groupements qui sont dans le plan, représentés par un trait plein, comme vous avez ici, des groupements derrière le plan, représentés par des pointillés, et des groupements en avant du plan, représentés par un triangle. Donc ici le H et le OH. Ici c'est la même chose. Cette écriture n'est pas toujours facile à manier, et puis pour démontrer un certain nombre de choses qu'on va voir tout à l'heure. Donc, il y a une autre écriture qui est beaucoup plus simple, qu'on appelle la projection de Fischer ou la structure linéaire de Fischer. Donc, cette structure linéaire de Fischer, ce n'est pas quelque chose qui vient, qui tombe du ciel, mais c'est une écriture qui découle de l'écriture dans l'espace. C'est-à-dire que le point de départ, toujours, c'est la structure dans l'espace. Et à partir de la structure dans l'espace, il y a un certain nombre de règles qu'on va suivre et qui vont nous amener à une écriture dans le plan, une écriture linéaire. Et vous voyez que, par exemple, ici, c'est le passage de la structure dans l'espace ici à la structure linéaire. Donc, c'est une structure plane. Toutes les liaisons sont dans le plan, d'accord? Et donc, il y a des règles. C'est ce qu'on appelle les règles de Fischer. Donc, s'il vous plaît, ces règles, pour passer de la structure dans l'espace à la structure linéaire de Fischer, on va les faire en TD parce que pour les comprendre, il faut faire des exercices. Et bien sûr, on va faire des exercices en TD. Alors, ici, on n'a pas le temps pour faire des exercices et des corrections, mais on va le faire en TD. On va vous donner des exercices et ça va nous permettre il y a différentes étapes et donc on va voir comment on fait. Et donc, dans ces étapes, la notion de carbone asymétrique est très présente. Alors, donc voilà, donc on passe de la structure dans l'espace à la structure linéaire en utilisant la projection de Fischer. Maintenant, vous voyez que on a dit qu'on a deux stéréoisomères dans le cas du glycéraldéhyde. On va les appeler différemment. Ici, vous avez le D-glycéraldéhyde et ici le L-glycéraldéhyde. Donc, s'il vous plaît, ici, c'est pas comme dans le cas du pouvoir rotatoire. On a parlé de D minuscule et de L minuscule. Ici, vous avez série D majuscule et série L majuscule. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, série D et série L? Tout simplement, selon toujours la convention de Fischer, quand la position du OH, du carbone N-1 est à droite, comme ici, on parle de la série D. Quand le OH du carbone N-1, donc ça c'est le dernier carbone, c'est le carbone N, ça c'est le carbone N-1,
Si son OH est à gauche, on va parler de la série L. D'accord? Je répète, la série D et la série L est en relation avec la position du OH du carbone N-1, c'est-à-dire de l'avant-dernier carbone. Donc ça, c'est le dernier carbone. Ça, c'est l'avant-dernier carbone. Si son OH est à droite, c'est la série D. Si son OH est à gauche, c'est la série L. D'accord? Donc, ceci, on peut le vérifier sur ce tableau, donc, sur lequel vous avez les aldoses et les cétoses de la série D. Et donc, tous ces sucres, ce sont des sucres de la série D. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit par définition? Un ose est de la série D si son OH du carbone N-1 est à droite. Et on va vérifier dans le tableau. Donc, si on prend les sucres ici, à N est égal à 6, c'est-à-dire qu'ils ont 6 carbones. Le carbone N-1, c'est le carbone numéro 5. Et vous voyez que tous les OH du carbone numéro 5 sont à droite. Ça, c'est pour les aldoses. Les cétoses, la même chose. On a 6 carbones. Le carbone numéro 5 est à droite. Donc, c'est la série D. Donc, tous les sucres ici que vous avez, leur N-1, le OH de leur carbone N-1 est à droite. Donc, c'est pour ça on parle des oses de la série D. On peut obtenir les oses de la série L. Comment? Ben, en faisant le miroir. Donc, c'est par rapport à un miroir plan. L'image de D-glycéraldéhyde, c'est le L-glycéraldéhyde par rapport à un miroir. Donc, on dit que ce sont des énantiomères ou énantiomorphes. Et donc, également, on va le voir plus tard, par rapport au pouvoir rotatoire. Si le L fait dévier la lumière polarisée à gauche, son image, c'est-à-dire le D, va le faire dévier à droite et vice-versa. Donc, c'est pour ça qu'on dit des antipodes optiques. Hein? Antipodes optiques. C'est-à-dire, les énantiomères, l'un fait dévier la lumière polarisée à droite, l'autre, il va le faire dévier à gauche. Et donc, si on a un mélange équimolaire, on dit qu'on a un mélange racémique, c'est-à-dire le pouvoir rotatoire va être négatif, nul, étant donné plus, par exemple, 10 et moins 10, ça fait 0, tout simplement. D'accord? Donc, s'il vous plaît, je répète, donc, tous les sucres que vous avez ici, ce sont des sucres de la série D, parce que le carbone N-1, son OH est à droite. Si vous voulez avoir les oses et les cétoses de la série D, il faut utiliser un miroir plan et on obtient les aldoses et les cétoses de la série L. Donc, s'il vous plaît, on va arrêter là pour la présentation. Donc, à peu près, on a fait 50 minutes, 25-30 minutes. Et on va passer, s'il vous plaît, à la discussion. Et donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.